Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monstre, un monument raide, le manuel Modern Classical Physics de Thorne et Blandford. Ah oui, un sacré pavé. Plus de 1500 pages, je dois avouer que c'est un peu intimidant. C'est une traversée de presque toute la physique fondamentale. C'est vrai. Mais ce qui est formidable avec ce livre, c'est qu'il n'est pas juste un catalogue de lois physiques. Il y a une vraie ambition derrière. Oui, celle de tout unifier, Exactement. De montrer une cohérence, une structure cachée derrière tout ça. absolument. Et c'est pour ça que notre mission aujourd'hui, ce n'est pas de résumer un chapitre, mais d'extraire vraiment le fil conducteur, l'idée centrale de tout l'ouvrage. Le fameux principe géométrique. C'est ça. L'idée, en gros, c'est que les lois de la physique sont au fond des relations géométriques. C'est assez fou quand on y pense. Alors on plonge. On plonge. C'est vraiment la clé de voûte de leur pensée. Ils nous invitent à changer de perspective. C'est-à-dire. C'est-à-dire arrêter de penser en termes de formules, avec des X, Y et Z, et commencer à voir les choses comme des objets, des relations qui existent, indépendamment de tout système de coordonnées. Une vision plus fondamentale, en somme. Beaucoup plus, oui. D'accord, alors commençons par le cœur de l'idée. Le livre dit les lois de la physique sont des relations géométriques entre des objets géométriques. Le premier objet géométrique qui vient à l'esprit, c'est un vecteur, j'imagine, une flèche. C'est le point de départ parfait. Un vecteur, c'est une flèche, voilà. Une longueur, une direction, ça existe dans l'espace, peu importe comment on oriente notre carte. Mais très vite, le livre nous pousse à aller plus loin avec le concept de tenseur. Ah, le mot qui fait peur. Oui, mais leur façon de l'introduire est brillante. Vraiment. Ils évitent tout le jargon mathématique habituel. Donc, on ne va pas parler de matrices de nombres qui se transforment de manière compliquée. Pas tout de suite, non. Ils proposent une analogie beaucoup plus physique. Imaginez un tenseur comme une sorte de machine. Une machine? Oui, une boîte noire avec des fentes. C'est le mot qu'ils utilisent, slots. Le boulot de cette machine, c'est d'avaler des vecteurs qu'on insère dans ces fentes et de recracher un simple nombre. D'accord, c'est une image très parlante. Donc, un tenseur de rang 3, par exemple, ce serait une machine à 3 fentes. C'est exactement ça. Je prends 3 vecteurs, A, B et C, je les mets dedans et la machine me donne un nombre. Voilà. Et l'objet, la machine elle-même, existe indépendamment des vecteurs qu'on y met ou des coordonnées qu'on utilise pour les décrire. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est que cette structure, on la retrouve absolument partout. Partout comment? Le livre fait un parallèle saisissant avec la mécanique quantique. Et c'est un des premiers aha moments du livre. Ah, là ça devient intéressant. On quitte le monde des forces et des vitesses pour celui des particules. Comment ça s'applique? Le livre explique que l'état d'un système quantique, disons un électron, qu'on note psi, Oui. est en fait un vecteur. Pas une flèche dans notre espace, bien sûr, mais un vecteur dans un espace mathématique abstrait, l'espace de Hilbert. Attendez, là c'est un peu dense. Espace de Hilbert, opérateur hamiltonien et ses symboles étranges, xi, phi, h, psi. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est une très bonne question. Simplifions. L'espace de Hilbert, c'est juste l'arène mathématique où vivent tous les états possibles d'un système. Le vecteur psi, c'est notre particule dans son état de départ. D'accord. Le psi, c'est son état d'arrivée potentiel, et l'opérateur A, au milieu, qui représente l'énergie, c'est notre fameux tenseur. C'est une machine à deux fentes. D'accord, je crois que je vois. Donc l'opération phi h psi revient à prendre le vecteur de départ et le vecteur d'arrivée et à les insérer dans les deux fentes de la machine énergie. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et le nombre qui sort, il nous donne une information, comme la probabilité que la particule passe d'un état à l'autre. Le point fondamental, c'est que la structure est la même. Que l'on décrive les contraintes dans une poutre en acier ou les interactions quantiques? On utilise le même objet géométrique sous-jacent, un tenseur qui mange des vecteurs. C'est ça le principe géométrique en action. Il révèle une unité structurelle profonde de la réalité. C'est assez vertigineux. Mais cette belle idée, comment elle résiste quand on passe à la relativité d'Einstein? Le livre introduit vite les unités géométrisées, où la vitesse de la lumière, c, est juste 1. C'est une astuce de calcul. C'est tentant de le voir comme ça, mais c'est bien plus profond. En posant c égale 1, on ne fait pas qu'une simplification, on fait une déclaration fondamentale. Laquelle? On dit que le temps et l'espace sont de même nature, qu'on peut les mesurer avec la même unité. Une seconde de temps devient conceptuellement équivalente à une distance de 300 000 km.
Le temps devient littéralement la quatrième dimension? Voilà. Et ça nous mène directement à l'idée d'un bloc d'espace-temps, l'espace de Minkowski. Ce n'est plus l'espace qui évolue dans le temps, mais un univers statique à 4 dimensions. C'est ça. Et les conséquences sont spectaculaires. Prenez E égale mc carré. La plus célèbre équation du monde. Dans ces unités où c égale 1, elle devient tout simplement E égale m. Ce n'est plus une conversion, c'est une identité. La masse et l'énergie sont la même chose, deux facettes d'un même objet géométrique à 4 dimensions. D'accord. Mais si le temps est juste une autre coordonnée, qu'est-ce qui remplace notre bonne vieille notion de distance? Comment est-ce qu'on mesure la séparation entre deux événements dans ce nouvel univers? C'est la question centrale. L'objet qui remplace la distance, c'est l'intervalle d'espace-temps, noté delta s carré. La formule est un peu étrange, avec un signe moins devant le temps. Mais ce qui est crucial, C'est que sa valeur ne change pas. exactement, la valeur de cet intervalle est la même pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse. C'est la véritable longueur géométrique invariante qui relie deux événements. C'est là où ça devient vraiment compliqué à visualiser. Et si on pousse cette logique, on arrive à la gravité. Mais la gravité, ça ressemble à une force. Si je lâche mon stylo, il est tiré vers le bas. Comment ça peut être juste de la géométrie? C'est le point le plus contre-intuitif et le plus génial d'Einstein. Il nous dit que la gravité n'est pas une force qui se propage dans l'espace-temps. La gravité est la courbure de l'espace-temps. La courbure? Oui, les objets massifs, comme la Terre, ne créent pas un champ de force. Ils déforment, ils courbent la géométrie même de l'espace et du temps autour d'eux. Donc, mon stylo qui tombe, il ne suit pas une force. Il suit juste le chemin le plus droit possible dans un espace-temps qui a été incurvé par la masse de la Terre. C'est ça. C'est la meilleure façon de le dire. Ce chemin, on l'appelle une géodésique. La Terre qui tourne autour du Soleil, elle ne ressent aucune force. Elle avance en ligne droite, mais dans un espace-temps creusé par la masse du Soleil. Son orbite est la trace de cette ligne droite. Toute la force de gravité est absorbée par la géométrie. C'est l'accomplissement ultime du principe géométrique. Et cette vision nous conduit tout droit au trou noir. Le livre décrit ce qui se passe quand une étoile massive s'effondre. Du point de vue géométrique, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos? C'est le moment où la géométrie devient folle, oui. Le cœur de l'étoile s'effondre, la densité devient si extrême que la courbure de l'espace-temps en son centre devient, en théorie, infinie. La fameuse singularité. C'est ça. Et les forces de marée, qui sont la manifestation directe de cette courbure, deviennent elles aussi infinies. Elles étireraient n'importe quel objet jusqu'à le déchirer. Et le trou noir lui-même, c'est donc juste une région où la géométrie est tellement déformée que rien ne peut en sortir. Exactement. C'est un objet purement géométrique, défini par son horizon des événements, une surface immatérielle, un point de non-retour. Et le livre va encore plus loin, il fait un lien incroyable entre cette géométrie et... La thermodynamique? C'est vrai, il y a cette formule incroyable SH égale KBAH 4LP carré. Ça a l'air très technique, mais ça relie la géométrie à de l'information. C'est l'un des résultats les plus profonds de la physique moderne. SH, c'est l'entropie du trou noir, une mesure de l'information perdue en tombant dedans. AH, c'est l'aire de son horizon, une propriété purement géométrique. Et LP, c'est la longueur de Planck, c'est ça? La plus petite distance qui ait un sens en physique, une sorte de pixel d'espace. C'est une parfaite analogie. C'est l'échelle où la gravité et la mécanique quantique se rejoignent. Donc cette formule nous dit que l'information perdue dans un trou noir est en fait écrite sur sa surface, son horizon, en unité de pixels quantiques. C'est un carrefour spectaculaire. La relativité, la théorie de l'information et la physique quantique, tout se rencontre. La géométrie de l'espace-temps contient de l'information. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Le message de Thorne et Blandford est là. Cette perspective géométrique n'est pas juste une coquetterie mathématique, c'est un outil conceptuel d'une puissance inouïe. C'est incroyable. Est-ce qu'on trouve ce genre de lien surprenant ailleurs, par exemple, à l'échelle de l'univers tout entier? C'est une transition parfaite, car c'est exactement là que le livre nous emmène, pour finir. Il aborde les processus aléatoires, le bruit. Et pour ça, il présente un outil, le théorème de Wiener-Kenshin. Encore un nom compliqué? Qu'est-ce qu'il nous dit intuitivement? Imaginez le grésillement d'une radio mal réglée. C'est un signal aléatoire. Ce théorème, c'est une sorte de traducteur magique. Il analyse ce bruit et il nous dit s'il cache des motifs, des fréquences dominantes. En bref, il trouve de la structure dans le hasard. C'est ça, un décodeur de bruit.
Et Thorne et Blandford l'appliquent au bruit le plus ancien qui soit, les minuscules fluctuations dans l'univers primordial juste après le Big Bang. Le fond diffus cosmologique. Exactement, ce grésillement cosmique. En utilisant ce théorème sur ce bruit primordial, les physiciens ont pu prédire la structure statistique de la matière dans l'univers. C'est-à-dire comment ces petites fluctuations aléatoires allaient, sous l'effet de la gravité, s'effondrer pour former les galaxies, les amas de galaxies, les grands vides. Et les prédictions collent de manière spectaculaire aux observations. Donc, la disposition des galaxies dans le ciel est une conséquence directe d'un bruit statistique originel. Mais si, comme on le dit depuis le début, la physique, c'est de la géométrie. Vous voyez où ça nous mène? C'est la question finale, vertigineuse, que le livre laisse en suspens. Si la structure découle de fluctuations statistiques et si la physique est géométrique. Alors, la géométrie même de l'espace-temps pourrait-elle être le résultat d'une sorte de bruit fondamental? Un processus aléatoire dont les lois statistiques profondes restent encore à découvrir. Attendez, ça voudrait dire que l'espace-temps lui-même ne serait pas une chose lisse et parfaite, mais plutôt une manifestation statistique, une moyenne. C'est l'idée fascinante à laquelle on aboutit. Dans cette perspective, la structure de l'univers, et peut-être même les lois qui la régissent, ne seraient qu'une manifestation macroscopique de la statistique de la géométrie à un niveau plus fondamental. Une pensée à méditer qui nous montre que même après 1500 pages, l'exploration ne fait que commencer.